La différence entre ceux qui exploitent le plein potentiel de ChatGPT et ceux qui effleurent la surface, c'est clairement l'art des prompts. Ce qu'on appelle aussi du prompt engineering. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous donner toutes les méthodes pour que vous puissiez devenir un expert ChatGPT et à votre tour saisir le plein potentiel de ChatGPT. Ça fait une différence colossale, vous allez voir qu'il va y avoir un avant et un après. Cette vidéo est très importante si vous voulez maîtriser les IA génératives en général, que ce soit d'ailleurs sur ChatGPT comme Claude, Gemini et plein d'autres. Je vais vous donner plein de méthodes dans une seule vidéo et vous en ressortirez avec des compétences très précieuses. Des compétences qui peuvent faire une énorme différence à la fois dans votre vie personnelle et professionnelle. Cette vidéo est extraite d'une formation totalement gratuite et beaucoup plus complète sur ChatGPT et si ça vous intéresse, vous pourrez aller plus loin en visionnant l'intégralité de la formation à la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels IA. Ici, on va commencer par la rédaction et vous allez voir que mes prompts, ils sont assez basiques et le but de cette formation, c'est de vous emmener vers des prompts qui sont un peu plus avancés, un peu plus techniques pour que vous obteniez de meilleurs résultats. Vous allez le découvrir au fur et à mesure. Donc d'abord, l'un des exemples les plus parlants quand on découvre ChatGPT, c'est de lui demander de faire de la rédaction, ni plus ni moins. Donc je veux rédiger un article de blog de 1000 mots, etc. Si vous lui demandez ça comme ça, il va vous le faire. Vous allez voir que ce prompt, il est quand même sous-optimal et on peut faire beaucoup mieux. Ensuite, on peut avoir des exemples marketing. Par exemple, là, on commence déjà à faire un petit peu mieux justement sur la manière de rédiger un prompt. Mais ici, vous donnez un minimum de contexte. Par exemple, j'ai une entreprise e-commerce de biscuits, parce que j'en ai une en tête, et on voudrait lancer une campagne promotionnelle autour d'un événement calendaire, les fêtes d'Halloween par exemple, et vous lui demandez de bosser un peu sur votre marketing. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de communication sur les réseaux sociaux, et donc aligner ça avec quel type de packaging, quel type de biscuits, goût citrouille, je ne sais rien. Voilà, donc le faire bosser un peu sur votre marketing. N'oubliez pas que c'est une conversation, ce n'est pas une recherche comme sur Google. Donc vous pouvez vraiment aller plus loin. En termes d'apprentissage, ça c'est un usage très courant pour moi. Et donc par exemple, un des usages les plus parlants, c'est du code. Je vais apprendre le langage HTML, CSS ou d'autres langages. Vous voulez apprendre l'intelligence artificielle ou comment on crée une intelligence artificielle, vous pouvez lui demander de vous guider sur des exemples un peu basiques. Par exemple, vous allez commencer par apprendre le langage Python, puis ensuite vous allez aller un petit peu plus loin, lui demander de vous faire un peu des cas d'école pour que vous appreniez au fur et à mesure. Il peut vraiment vous guider pas à pas. Crée-moi un plan d'apprentissage, HTML, CSS, patati patata, et ensuite vous pouvez lui demander, rédige-moi la partie 1 et propose des exercices à la fin. Donc propose des exercices pour pratiquer le HTML, CSS par exemple ici. Ressources humaines, vous pouvez lui demander de bosser pour vous. Donc par exemple, moi je l'ai déjà fait, vous lui demandez de rédiger une offre d'emploi parce que c'est un poste que je ne maîtrise pas spécialement dans une entreprise que j'avais, un poste d'ingénieur, et donc du coup je lui ai demandé de me guider. Et on a utilisé ChatGPT pour rédiger une offre d'emploi qui était parfaite, très professionnelle, très carrée et qui correspondait à l'emploi qu'on cherchait, enfin au poste qu'on cherchait. Ou rédige-moi une réponse personnalisée, ça c'est dans l'autre sens. Donc là, c'est pas pour chercher, mais plutôt pour répondre. Si jamais vous voyez une offre d'emploi qui vous intéresse, vous allez lui demander de faire une réponse vraiment personnalisée par rapport à vous et puis à l'offre d'emploi à laquelle vous postulez. Des questions rapides, quelque chose que je fais très souvent aussi, ce sera également via l'app mobile, on en parlera plus tard. Mais je suis rapidement dans Leclerc, au Carrefour, et puis je lui demande c'est quoi un certain produit. Donc par exemple, c'est quoi du beurre de baratte, petite question rapide, beaucoup plus rapide et naturelle que Google d'utiliser ChatGPT, surtout sous certaines conditions que vous verrez après. Et enfin, d'autres exemples perso, planifier un voyage par exemple, planifier un itinéraire de 2 semaines pour découvrir les sites les plus emblématiques de tel pays, le Japon, avec des recommandations de resto, d'hébergement ou d'activités. Et vous pouvez lui préciser le style de voyage que vous aimez habituellement. Là, je commence déjà à vous guider vers la bonne manière de rédiger des prompts. Mais ça, c'est un usage qui est très puissant. En tant que guide voyage de poche, ChatGPT, c'est extraordinaire. Ça peut faire un travail de dingue si vous savez l'utiliser. En cuisine, par exemple, si vous avez des ingrédients dans votre frigo et vous ne savez pas quoi faire avec, vous donnez la liste des ingrédients que vous avez dans le frigo et ensuite vous lui demandez de vous proposer une recette pas à pas avec ensuite un guide vraiment pour réaliser cette recette. Et puis vous pouvez même lui donner des contraintes comme par exemple je veux que ce soit végétarien, voilà ce genre de choses. Ou enfin par exemple la musique, compile une playlist de 10 chansons motivantes pour aller courir, mes goûts musicaux sont nanana. Sachant qu'un autre usage par exemple, moi ça a été de me former entre guillemets à des courants musicaux ou des styles musicaux que je ne maîtrise pas du tout. Par exemple, j'écoute pas du tout de chansons françaises. À un moment, j'ai été voir ChatGPT et j'ai commencé à lui dire je vais avoir une culture générale sur la chanson française. Guide-moi pas à pas vers les différents artistes, goûts musicaux, etc. Et je vais lui demander de me créer un plan où, par exemple, je reviens tous les jours et tous les jours, je lui demande une nouvelle astuce, un nouvel artiste à découvrir ou une nouvelle anecdote de culture générale à avoir. Donc voilà, il y a plein d'usages, plein d'exemples, autant sur le plan personnel et professionnel, qui fait que normalement, quand on commence à tester et à goûter un peu à ces outils-là,
vraiment, pour moi, on ne revient plus en arrière, quoi. C'est pas possible de revenir en arrière. Alors du coup, là, je vous ai montré des exemples de prompts assez basiques. Justement, ils sont assez basiques parce que le but de cette formation, c'est un petit peu de vous professionnaliser quand même, d'aller plus loin avec ces outils-là. Donc, je vais vous montrer la matrice de prompts parfaite. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez mettre dans vos prompts pour obtenir les résultats souhaités, pour obtenir des résultats beaucoup plus pertinents par rapport à ce que vous attendez de ChatGPT. Donc, j'ai ici une matrice de prompts que je vais dérouler. L'objectif d'une matrice de prompts, ça va être de créer des contraintes par rapport à un océan, une infinité de réponses possibles, puisque ChatGPT est entraîné sur tellement de données qu'en fait, il peut partir dans absolument toutes les directions, y compris ne pas du tout répondre à vos attentes. Et donc, il va falloir créer des contraintes pour pouvoir lui donner une direction précise. Vous voulez un certain type de réponse, vous voulez qu'il tienne compte de votre contexte, vous voulez qu'il joue tel rôle, tel personnage, vous voulez lui donner peut-être des exemples du type de réponse que vous voulez, donc vous lui donnez des exemples, etc. etc. Et ça va permettre ces contraintes d'avoir une bien meilleure précision dans les résultats que vous allez obtenir. Je vais donc vous donner la matrice de prompt la plus complète possible. L'idée n'est pas d'utiliser tous ces éléments-là à chacun de vos prompts. Vous allez vous adapter. Le plus important, c'est d'obtenir le résultat que vous voulez obtenir. Si vous êtes satisfait du résultat avec peu de choses, peu d'éléments, continuez, faites simple. Et si jamais les résultats ne sont pas satisfaisants, vous allez pouvoir tenir compte de chacun de ces éléments. Donc dans l'ordre, on a évidemment le plus important, c'est-à-dire la tâche. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Vous allez lui donner l'objectif. Je veux nanana, rédige-moi nanana, etc. Ensuite, le plus important et qui peut être assez oublié quand on débute avec ces outils-là, c'est de lui donner du contexte. Donc le contexte, c'est du contexte sur vous, sur votre entreprise, sur votre vie, sur l'objectif, le projet sur lequel vous bossez. Plus vous lui donnez du contexte, et plus il sera pertinent et ça fait une différence colossale dans les résultats que vous allez obtenir. Donc parmi les éléments de contexte qu'on peut donner, donc le contexte plus généralement, je n'ai pas besoin de vous donner d'exemples plus précis que votre entreprise, votre projet, votre vie. Mais ensuite, d'autres éléments de contexte, ça peut être par exemple le rôle. Et ça, c'est un élément qui est très intéressant parce que ça conditionne énormément les réponses que vous allez obtenir en fonction de ce que vous essayez de faire, puisque vous pouvez littéralement lui faire jouer n'importe quel rôle. Il a tellement de données, ChatGPT et OpenAI, que vous pouvez lui dire d'être virtuellement n'importe quoi. Donc vous pouvez lui donner votre gourou préféré en business, en bien-être, dans une autre thématique que vous voulez. Vous lui dites par exemple tu es telle personne, vous prenez un influenceur, un youtubeur, un écrivain, un artiste, Picasso, vous pouvez le faire jouer n'importe quel rôle. Vous lui dites tu es Picasso, donne-moi des conseils en peinture, etc., etc. Donc ça peut être soit une personne, tu es Philippe Etchebest, tu es Bill Gates. Donc c'est très différent de demander des conseils sur ce qu'on peut faire avec les ingrédients que vous avez dans votre frigo si vous lui dites tu es plutôt tel cuisinier, tel chef, etc. Ou alors tu es l'équipe de tel restaurant ou telle façon de cuisiner, vous comprenez l'idée. Ou alors, ce n'est pas forcément une personne précise, ça peut être un rôle. Tu es un CMO, par exemple, si vous voulez quelqu'un pour vous accompagner dans le marketing de votre entreprise. Dans ce cas, tu es un CMO, Chief Marketing Officer, et vous pouvez jouer à ce petit jeu-là avec n'importe quel rôle. Tu es un professionnel du SEO depuis 20 ans, tu as 20 ans d'expérience, tu as travaillé sur le SEO de tel site ou tel site. Vous prenez les plus gros sites avec les SEO les plus fous, les plus complets, qui ont des millions et des millions de visiteurs par mois. Et vous lui dites tu es telle personne par exemple ou tu as bossé sur le SEO de tel site. Le rôle, ça n'a pas de limite et c'est pour moi l'un des ingrédients les plus essentiels et les plus intéressants pour utiliser ChatGPT qui est souvent sous-exploité. Ensuite, il peut y avoir le ton. Vous jouez sur le tu-vous, vous voulez des réponses avec des emojis, un ton plus amical, plus chill ou alors plus professionnel. Vous voulez du contradictoire, très intéressant pour débattre. On en reparlera aussi plus tard. Par exemple, je suis de gauche, je veux que tu débattes avec moi et toi tu es de droite. Ou alors je suis de droite, je veux que tu débattes avec moi, tu es de gauche et vous entraînez à débattre par exemple. Un usage qui est vraiment hyper intéressant. Des exemples ici. Le point suivant, donc là les exemples, ça va vous permettre de conditionner aussi le type de réponse que vous allez obtenir et vous allez pouvoir lui dire du coup formate-moi ça de telle façon, donc vous précisez un formatage dans la réponse si vous voulez un certain type de code, si vous voulez du markdown, ou si vous voulez par exemple absolument une réponse sous forme de tableau, de liste, vous pouvez lui préciser tout ça et vous pouvez lui donner des exemples de ce que vous voulez. Ou le format qui peut être assez proche de l'exemple, évidemment c'est concomitant, à savoir tableau, liste à puce, du code, archive, il peut vous donner des points zip, il peut faire plein de choses, il peut vous donner des PDF, etc. Donc vous pouvez utiliser absolument tout ça dans un prompt ou uniquement certains de ces ingrédients-là. Donc par exemple ici, au niveau de la rédaction, je vous ai fait un premier exemple, on passe de « je veux rédiger un article de blog de 1000 mots » à ça. Alors là, je vous ai tout pris. Encore une fois, vous ne vous sentez pas obligé de tout mettre dedans. Le but, c'est juste d'obtenir le meilleur résultat possible pour vous. Donc voilà, faites des tests. Mais ici, on a par exemple au début le contexte. Nous avons un blog sur le yoga, Yogi Wellness.
avec une approche blablabla, voici le lien du blog. Vous pouvez lui donner des liens, hein. Il peut aller sur internet, il peut aller sur un site, sur une page, etc. Ensuite, la tâche. Je veux rédiger un article de blog de 1000 mots. Donc ça, c'était uniquement, moi j'avais donné finalement uniquement une tâche un peu vague comme ça. Faites un test, vous prenez ces 2 prompts et vous voyez le résultat, la différence est stratosphérique. Ensuite, le ton, tuez-vous sur un ton réconfortant et accompagnateur, donc on est plus dans le bien-être. Donc je voulais préciser un ton, quelque chose de plutôt sympa avec des emojis par exemple, le tutoiement absolument. Le but c'est de les prendre par la main, donc voilà, vous lui donnez un peu ces éléments de langage là et il va comprendre le côté bien-être, cocooning, et il va l'implémenter dans la façon de rédiger votre article de blog. Voici un exemple d'article qui me plaît parce que XYZ, vous pouvez lui donner un exemple. Alors vous pouvez des fois, s'il y a assez de place dans un seul prompt, copier-coller un article entier ou lui donner une URL, il y a plusieurs façons de faire. Mais vous donnez un exemple, comme ça il va s'adapter en termes de style. Et du coup, rédige-moi un article de blog bien formaté, je lui donne un peu des directives sur le format, ce que je veux à la fin. Donc article de blog bien formaté, lisible, bien aéré, sommaire au début, on veut des balises H2, H3, etc. En respectant les meilleures pratiques d'un professionnel du SEO avec 10 ans d'expérience, parce qu'après tout, pourquoi pas. Donc un rôle. Voilà, et là je viens d'utiliser tâche, contexte, rôle, ton, exemple, format dans un seul prompt. Donc ça, c'est un prompt de débutant. Ça, c'est un prompt de quelqu'un qui a tout compris à ChatGPT. On va faire un dernier exemple ici, juste sur le avant-après, en appliquant cette matrice de prompt sur une question rapide, quelque chose d'un peu plus personnel, mais vous allez voir que ça fait une énorme différence là aussi. Donc, question rapide, là vous êtes dans les rayons de Leclerc, Carrefour, vous dites c'est quoi du beurre de baratte? Eh bien, on peut passer de ça à hop, j'applique la matrice de prompt, pas tous les éléments, uniquement certains d'entre eux, et d'un seul coup, ça donne du et vous allez voir, on va apprendre à faire beaucoup plus rapide. Là, vous dites, je ne vais pas taper tout ça alors que je suis dans les rayons de Leclerc ou de Carrefour. Eh bien non, vous n'allez pas taper tout ça, on va faire beaucoup mieux. Mais on verra ça après. Donc, ça donne du, je suis en train de faire mes courses au Leclerc, j'ai plusieurs beurres devant moi et j'arrive pas à choisir. Je suis quelqu'un qui fait très attention à sa santé, je veux acheter des produits de qualité uniquement, je veux une diète healthy, patati, patata. Optionnel par exemple, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez, vous pouvez tenter de lui donner un rôle. Toi, tu es un coach en nutrition pour m'aider à choisir les meilleurs aliments. Et c'est quoi du beurre de baratte? Je vous assure qu'entre une réponse générique, c'est quoi du beurre de baratte, et une réponse avec un contexte de je veux une diète healthy, tu es un coach en nutrition, etc. Et je vous le précisais que vous êtes en train de faire vos courses au Leclerc aussi, il va adapter la réponse à votre contexte, à ce que vous attendez de lui, à là où vous en êtes, le fait que vous ayez les beurres devant vous. Et il va vous dire à la fin du prompt, est-ce que tu veux que je t'aide à identifier les beurres que tu veux là dans le rayon? Tu peux me prendre peut-être des photos, vous allez voir, on verra ça plus tard. On peut lui envoyer des photos par exemple, etc., etc. La réponse sera vraiment différente. Donc ça, c'est appliquer aussi des bons prompts, la bonne matrice de prompt, même pour du perso, même pour des questions très rapides. Là comme ça, vous allez voir que vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Donc voilà, le but vraiment, créer un maximum de contraintes pour diriger le modèle et l'intelligence artificielle dans la direction que vous voulez pour obtenir le résultat le plus pertinent possible pour vous. Allons-y, hein, allons sur un exemple rapide parce que je pense que vous avez bien compris l'idée. On va voir la différence de résultat quand vous donnez un petit peu de contexte. Donc vous pouvez lui demander juste des conseils en productivité par exemple pour mieux gérer votre emploi du temps. Maintenant, on va juste ajouter un ingrédient, on va ajouter un rôle. Donc, on va faire 2 exemples. Un exemple un peu plus business, par exemple, je vais dire tu es Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Et ensuite, un exemple plus bien-être, tu es un grand maître yogi, par exemple, et tu as 15 ans de yoga ou quelque chose comme ça. Et donne-moi des conseils en productivité, etc. Alors, rien que le mot productivité est déjà mal formulé pour une histoire de yogi, je pense, mais vous comprenez l'idée. Donc là, on va lui demander des conseils en lui disant qu'il est Jeff Bezos. Voici des conseils de productivité de Jeff Bezos appliqués. À partager, appliquer dans ses professionnels, blablabla. Donc normalement, il y a toujours un conseil que je vois en général qui est une histoire de pizza. On va voir s'il me donne l'histoire de pizza. Protège tes matinées pour une réflexion de haut niveau. Moins de réunions, mais des réunions de meilleure qualité. Voilà. Bezos suit la règle des 2 pizzas. J'avais vu ça plusieurs fois. Si une équipe est trop grande pour être nourrie par 2 pizzas, ça veut dire qu'elle est trop grande pour une réunion. C'est un petit élément rigolo juste pour se souvenir qu'il faut toujours faire des réunions en petits groupes pour pouvoir réellement avancer. Sinon, le reste, c'est des réunions décoratives. Donc ça, voilà, on a plein de conseils, vise le long terme, le sommeil n'est pas négociable, etc. À voir si vraiment il dormait 8 heures par nuit, même à ses débuts. Mais bon, passons. Donc ça, c'est les conseils de productivité de Jeff Bezos. Maintenant, on va faire un autre... là, je vois qu'il y a un petit bug souvent Ah, j'étais en chat éphémère, autant pour moi. Voilà, là du coup la conversation elle n'a pas été gardée. C'est pas grave. Ensuite on recommence, mais là je lui dis tu es un, je vais taper n'importe quoi parce que je connais pas trop grand maître yoga et Ayurveda par exemple. Hein.
Donc c'est des trucs, voilà, bien-être. Donne-moi des conseils en productivité pour mieux gérer mon emploi du temps. Et là, les réponses n'auront absolument rien à voir. Donc là, du coup, d'un seul coup, ça donne commence ta journée avant le lever du soleil. Et donc, on a des termes d'Ayurveda, le Brahma Muhurta. Donc là, vous voyez qu'il est un petit peu lent. On en parlera aussi au niveau du choix des modèles. Vous en avez un qui est un peu plus rapide, qui est le même en plus rapide, grosso modo, qui est juste ici GPT-4o mini. Mais on n'est pas rendu là. Pratique le blabla, rituel quotidien, travaille ton dosha. Bref, vous voyez bien que on peut demander des conseils en productivité et gestion d'emploi du temps avec deux rôles différents et obtenir des réponses, comme je le disais plus tôt, stratosphériquement différentes. Vous avez vu le plus important pour structurer des prompts de qualité et professionnels pour utiliser ces outils-là. Maintenant, on va aller plus loin, on va parler de plusieurs techniques, plusieurs méthodologies, et en l'occurrence ici, il va y avoir ce qu'on appelle le chaînage de prompts ou chain of thought en anglais, vous le lirez souvent comme ça, et on appelle ça aussi simplement du chaînage. Donc le chaînage, c'est quoi ? Le but, ça va être de subdiviser en plusieurs petits prompts, plusieurs petites tâches successives. Au lieu de faire un seul gros prompt, vous allez le diviser vous-même. En fait, vous allez raisonner par rapport à ce que vous lui demandez et vous allez lui dire, OK, on va faire étape 1 comme ça. On va d'abord organiser un petit peu les choses méthodiquement. Ensuite, étape 2, ensuite étape 3, etc. Et le but de subdiviser en petites tâches comme ça, c'est d'obtenir un bien meilleur résultat que juste un énorme prompt. Ça vous donne un bien meilleur contrôle, en fait, un contrôle plus fin sur les différentes sous-étapes et donc le résultat à la fin. Donc vous voyez que là, on part du prompt 1, on lui demande directement rédige-moi un article de blog, même si on a la matrice de prompt avec du contexte, un rôle, etc., ce qui est déjà bien mieux. Mais vous pouvez également subdiviser en faisant prompt 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à obtenir le résultat que vous voulez avec beaucoup plus de contrôle au fur et à mesure. Donc on va prendre un exemple avec la rédaction. Le premier exemple qu'on avait juste ici, on est passé d'abord de « je veux rédiger un article de blog de 1000 mots » à ici un maximum de contexte, un rôle, des exemples, etc., ce qui est beaucoup mieux, à ensuite du chaînage. Et le chaînage va permettre là aussi encore une fois d'améliorer drastiquement vos résultats. Donc ici, on a un premier prompt. J'ai repris essentiellement ce qu'il y avait là dans l'exemple juste avant avec la matrice qu'on avait appliquée. Voici le lien du blog, je veux rédiger mon article, voici un exemple, on va rédiger blablabla. Première étape, crée-moi un plan pour cet article de blog avec les différentes parties. Donc un sommaire et un résumé du contenu de chacune de ces parties. Donc en fait, de manière logique, si vous lancez dans la rédaction d'un article de blog, vous n'allez pas d'un seul coup juste rédiger votre article de blog. Vous allez d'abord penser à la structure en général. Vous allez dire, OK, il y aura partie 1, 2, 3, 4, 5, peut-être qu'il y a des sous-parties, etc. Eh bien, il n'y a pas de raison que le résultat ne soit pas meilleur si vous faites preuve du même raisonnement avec ChatGPT. En l'occurrence, d'abord bosser sur un plan, une structure, et ensuite rédiger le contenu. Eh bien, vous allez faire la même chose avec ChatGPT. Vous allez lui demander de vous créer un plan. Et ensuite, pour chacun de ces plans, vous lui demandez de faire un petit résumé de chacune de ces parties ou sous-parties. Comme ça, vous avez une visibilité sur en gros qu'est-ce qui se passe à chaque fois, à chaque partie de l'article de blog. Une fois qu'on a rédigé le plan avec le premier prompt, imaginons que le plan vous convienne. Si vous convient pas, vous pouvez commencer à faire des allers-retours pour améliorer le plan en faisant du reprompt, pro-reprompt et ajouter plein de maillons à cette chaîne finalement. Prompt 2, eh bien, vous lui dites rédige-moi la première partie en respectant mes instructions initiales. J'aime bien des fois rappeler juste, voilà, au cas où normalement c'est pas vraiment nécessaire, mais sur le principe. Rédige-moi la première partie. Donc là, vous avez le plan, vous avez validé le plan, vous lui demandez de rédiger uniquement la première partie. Admettons que la première partie ne vous convienne pas tout à fait en termes de ton, de style. Là, vous allez lui dire réécris cette partie sur un ton plus amical, moins professionnel, peut-être que vous voulez plus d'emojis, peut-être que vous voulez que ce soit plus aéré, les paragraphes plus courts et peut-être une meilleure optimisation SEO pour tel mot-clé. Donc vous itérez, vous faites des allers-retours avec ChatGPT comme ça, vous rédigez la première partie parfaite et une fois que vous avez une bonne première partie, là vous pouvez continuer, prompt suivant, prompt numéro 4 par exemple, continue de me rédiger mon article de blog. Donc tu me rédiges cette fois la deuxième partie en tenant compte de toutes les remarques que je t'ai faites sur la première partie. Il faut que ce soit absolument cohérent en termes de style et de tout ce qu'on a fait d'optimisation SEO, etc. par rapport à la première partie. Donc dans la continuité de cette première partie, tu me rédiges la deuxième partie. Et là, d'un seul coup, on avance comme ça au fur et à mesure. Et c'est l'IA qui fait une grande partie du travail pour vous. Mais vous prenez quand même le temps de la réflexion et de structurer un petit peu les choses et de faire donc ce qu'on appelle du chaînage pour de bien meilleurs résultats. Évidemment, le chaînage, ce n'est pas adapté à toutes les situations. Si vous êtes à Carrefour et que vous me posez une petite question rapide sur du beurre de baratte, peut-être pas nécessaire de faire du chaînage, mais dans une optique de rédaction, de code ou d'autres usages similaires professionnels, le chaînage est vraiment une technique indispensable à maîtriser pour tirer le meilleur de ChatGPT. On va rapidement évoquer un autre type de technique pour améliorer la qualité de vos prompts qui peut se rapprocher un petit peu de ce qu'on a vu soit dans le chain of thought, soit dans la matrice parfaite de prompts.
quand je dis matrice, formule, méthode, vous appelez ça comme vous voulez, c'est le zero shot versus le few shot. Alors c'est une technique qui est assez proche de ce qu'on a vu là avant, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus. Le principe c'est quoi? C'est qu'en zero shot, en fait vous arrivez, vous balancez directement votre prompt à ChatGPT pour lui demander ce que vous voulez, sans exemple, sans plus de contexte, voilà, vous arrivez et boum, zero shot, vous tentez comme ça to the moon directement d'obtenir le résultat souhaité. Alors que le few shot, l'idée c'est en fait quand même de faire un seul prompt aussi, mais dans ce prompt-là, vous allez lui donner des exemples. C'est-à-dire que en général, vous obtenez un bien meilleur résultat si vous lui dites voilà un exemple 1, 2, 3, 4, 5 du résultat que je veux obtenir, de ce que je veux comme réponse ou type de réponse. Et donc quand vous donnez des exemples, c'est ce qu'on avait vu dans la matrice de prompt parfaite, il y avait un point notamment sur les exemples, si vous voulez des exemples, bien vous obtiendrez de bien meilleurs résultats avec des exemples, puisque vous le guidez complètement en fait vers le type de réponse que vous voulez. Et ça, c'est ce qu'on appelle few shots. Donc c'est la différence entre zero shot et few shots, qui est très proche de la matrice de prompt dans les premières techniques qu'on a vues ensemble. Donc je ne m'attarde pas plus dessus, mais en tout cas, vous savez que ça existe et vous verrez probablement cette technique passer sur Internet de temps en temps sur des gens qui vous donnent des conseils sur ChatGPT. On va maintenant adresser l'éléphant dans la pièce qui est le sujet des hallucinations pour les intelligences artificielles génératives. Pendant des années, on a parlé d'hallucinations à tout va en disant que ces outils étaient inutilisables parce qu'ils hallucinent trop. Mais c'est vrai que c'était le cas au début, mais beaucoup de chemin a été parcouru et ces IA hallucinent déjà aujourd'hui beaucoup moins, il faut le dire. C'est-à-dire que moi, j'utilise ces outils au quotidien et certes, il y a toujours des petites inventions à droite, à gauche, des petites hallucinations, mais globalement, il y en a beaucoup moins qu'il y a plusieurs années. Donc déjà, rien que de ce point de vue-là, je pense que on ne devrait pas autant en parler qu'on en parle aujourd'hui de mon point de vue. Mais quand bien même, admettons qu'il y ait toujours des embryons d'hallucinations ou de choses qui peuvent être gênantes dans le contenu qui est généré dans ces IA. Comment faire pour contourner ce problème? Comment faire pour ne pas être victime de ces hallucinations? Admettons que ce soit le seul blocage que vous ayez pour utiliser ces outils. Vous vous dites, non, il invente absolument n'importe quoi, je ne peux pas lui faire confiance. Ok, admettons. Bien dans ce cas, il y a un moyen de contourner ça. En fait, plus vous vous reposez sur la créativité de ces modèles-là et plus vous vous exposez à des hallucinations. Versus, si jamais vous lui demandez de citer ses sources, bien dans ce cas, vous allez généralement faire appel à des fonctionnalités de recherche web, à des fonctionnalités de sourcing de l'information directement. Et donc, en fait, le résultat que vous allez obtenir est directement issu des sources qu'il va vous donner, qu'il va vous lister. Et dans ce cas, s'il y a un problème de fake news, de fausses informations, eh bien en fait, ce problème-là viendra des sources, c'est-à-dire des sites web qu'il va prendre en source. Donc ça veut dire que le problème est totalement identique à l'ère pré-ChatGPT. Vous pouviez tout à fait aller sur un site internet et avoir de fausses informations. Bon là, c'est totalement identique. Ça va être vraiment une question de source. Et vous allez pouvoir l'orienter sur les sources sur lesquelles vous voulez travailler, puisque vous n'êtes pas obligé de juste lui dire « donne-moi les sources en général ». Vous pouvez même le guider sur le type de source, le type de site sur lequel vous voudriez qu'il aille sourcer des informations. Toujours est-il que vous pouvez complètement bypass ce problème d'hallucination en lui demandant des sources. Ça fera le lien évidemment avec ce qu'on verra plus tard dans l'information, à savoir la recherche web. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur juste comment contourner ce problème d'hallucination. La réponse, demandez-lui des sources. Donc là, par exemple, je vais lui demander un type de requête, de prompt sur lequel je sais qu'il va devoir forcément aller s'actualiser puisque les modèles ne sont jamais complètement entraînés sur les données les plus récentes. Il y a toujours une petite latence, plusieurs mois ou plusieurs années en arrière. Et ces modèles, en fait, ils vont ensuite directement sur Internet, ils crawlent Internet, ils ont un index eux aussi de tous les sites web, etc. Et ils vont directement à la recherche d'informations pour vous les livrer sur un plateau. C'est comme ça qu'ils contournent le fait que les entraînements soient assez datés de ces modèles. Et donc là, quels sont les résultats du dernier match du PSG? Je sais qu'il va forcément aller chercher des informations sur Internet, donc je vais lui demander. Et il va, là, on voit de lui-même faire une recherche sur le web, ce qu'on verra quand même plus tard quand on forcera nous-mêmes la recherche sur le web, mais il le fait automatiquement là de lui-même. Et donc là, il y a très peu de chances qu'il hallucine puisqu'il a directement des sources en fait sur lesquelles il travaille. Donc vous avez en fait absolument toutes les sources. Et quand il fait ce travail-là, avec des sources, avec des liens, le potentiel pour halluciner est proche de zéro. Je suppose, je ne veux pas dire que ça n'arrive jamais parce qu'on ne sait jamais, mais sur le principe en tout cas, toutes les informations qu'il vous donne là, il a été les récupérer quelque part. Donc il n'y a plus ce problème en fait de créativité, c'est-à-dire que vraiment on a un spectre. Il y a un extrême du spectre sur lequel vraiment ça se repose entièrement sur l'entraînement du modèle et sa créativité dans les réponses qu'il vous génère et la façon dont il fonctionne. Auquel cas, il y a un peu plus de potentiel pour des hallucinations. Encore une fois, moi je trouve que ça pose quand même très peu de problèmes au quotidien. Et l'autre extrême qui est le fait de se reposer au maximum sur de la recherche web, des sources, qui est un peu le fonctionnement de d'autres modèles d'IA comme Perplexity par exemple, et également ChatGPT et les modèles de GPT quand ça se repose sur la recherche web. Donc c'est le cas ici. Donc, vous avez directement les petites sources ici en surlignage.
et il vous dit exactement quel site internet où est-ce qu'il a été récupéré l'information. Et vous avez également à la fin les sources juste ici, vous mettez carrément un petit résultat enrichi avec des petites cartes ici. Et également les sources, et vous pouvez cliquer juste ici sur les sources pour récupérer l'ensemble des sources du résultat qui a été généré là. Et vous avez ce magnifique side panel bar à droite avec toutes les sources ici, et vous pouvez juste cliquer sur n'importe laquelle d'entre elles et ça va vous amener sur les articles de blog sur lesquels il s'est basé pour vous générer ce résultat-là. Donc là, ça veut dire que s'il y a un problème avec le résultat que vous êtes en train de lire, ça veut dire qu'il y a un problème avec une ou plusieurs des sources juste ici. Donc les IA hallucinent ne devraient plus être une excuse pour utiliser ChatGPT, puisque quand on apprend à utiliser ces outils-là, on peut contourner le problème. Et puis évidemment, ce sera de moins en moins un problème au fil du temps. Vous imaginez bien qu'en fait, à chaque nouveau modèle, à chaque optimisation, tous les mois, tous les ans, en fait, c'est de moins en moins un problème et on a de moins en moins d'hallucinations. On va continuer maintenant dans l'optimisation des prompts et de ce qu'on appelle de manière générale l'ingénierie de prompt, donc du prompt engineering. L'idée étant simplement en fait de vraiment master au maximum votre capacité à faire de bons prompts et obtenir les résultats souhaités. On a vu la matrice parfaite de prompt, on a vu la possibilité de faire du chaînage, du chain of thoughts. On a vu également le fait de demander des sources qui par défaut va automatiquement activer la recherche web, même si on voit ça encore plus tard. Et maintenant, on va parler d'une des caractéristiques fondamentales de ces modèles d'IA qui est l'aspect récursif et votre capacité à faire des prompts récursifs. En clair, utiliser l'IA pour utiliser l'IA. Le but des prompts récursifs, en fait, c'est que vous preniez conscience qu'en fait, si jamais vous avez des blocages par rapport à l'intelligence artificielle, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle elle-même pour lever ces blocages. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'IA pour mieux utiliser l'IA. Elle est récursive. Si jamais vous voulez vous former à utiliser ChatGPT, vous pourriez tout à fait faire un prompt à ChatGPT pour lui demander comment utiliser ChatGPT. Et cette logique-là, elle est valable pour absolument tous les aspects, c'est-à-dire qu'en permanence, vous pouvez penser de manière méta et utiliser ChatGPT à des fins assez surprenantes, donc faire des prompts récursifs. J'ai 3 exemples pour vous, ça fait 3 exemples, et vous allez voir que ça va vous... Pareil, je pense que ça va vous donner un peu plus de créativité vis-à-vis de ChatGPT et ce que vous pouvez faire avec. Donc, les 3 exemples juste ici, c'est d'abord la possibilité de faire un prompt méta, c'est-à-dire les exemples que je viens de vous donner. Comment utiliser l'IA générative pour XYZ. XYZ étant une tâche que vous aviez en tête et vous dites je vais utiliser ChatGPT pour faire ces tâches-là, mais vous ne savez pas exactement comment utiliser au mieux ChatGPT, comment faire du mieux que vous puissiez, le meilleur prompt possible, la meilleure façon de procéder, la meilleure méthodologie, etc. Vous pouvez demander à l'IA avant de faire la tâche en question comment utiliser ChatGPT pour faire le mieux, pour avoir le meilleur résultat possible pour la tâche que vous voulez faire. Donc, comment utiliser l'IA générative pour Nana ou comment utiliser ChatGPT pour un point précis, donc l'exemple que je viens de vous donner. Donc, faire un prompt méta. Comment utiliser l'IA pour faire ce que vous voulez. Ensuite, on peut faire du chaînage récursif. Donc là, l'idée, c'est que vous lui demandiez « Crée-moi le meilleur prompt pour XYZ ». C'est-à-dire qu'au lieu de demander de manière générale comment utiliser l'IA ou comment utiliser ChatGPT, vous allez être encore plus précis et vous allez lui demander un prompt. Et en fait, pourquoi je dis que c'est du chaînage récursif? Tout simplement parce qu'en fait, on parle de faire du chaînage finalement. On parle de rajouter une étape supplémentaire. Donc dans la rédaction de notre article de blog, le premier prompt, ce serait même pas de lui donner tout le contexte, le rôle, etc. Mais de lui demander d'abord comment je peux faire le meilleur prompt possible pour obtenir un résultat archi professionnel. Vous pouvez le formuler comme vous voulez. Pour avoir le meilleur résultat ensuite, pour pouvoir faire du chain of thoughts, pour pouvoir rédiger ensuite mon plan, etc. C'est-à-dire que vous pouvez faire du méta. Vous voyez l'idée? Donc en fait, c'est faire du chaînage. Mais c'est juste que le premier maillon de votre chaîne, c'est un maillon qui est méta. Donc c'est du chaînage récursif. Il y a toujours cette logique récursive et on est évidemment là dans du chaînage. Donc créez-moi le meilleur prompt pour ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment une super astuce. Vous devriez l'utiliser très souvent, lui demander le meilleur prompt pour quelque chose. Et enfin, faire de l'ingénierie inversée. Là aussi, c'est très utile. Vous allez demander par exemple décris-moi le style et le ton de cet article de blog pour me créer un prompt à réutiliser pour mes nouveaux articles. En clair, vous lui donnez des références de texte, de code, d'images, de ce que vous voulez et vous lui demandez de faire du reverse engineering et de lui demander de faire un prompt par exemple ou de décortiquer quelque chose. Par exemple, là voilà une image, c'est quoi le style de cette image? Est-ce que je peux me décrire le style de cette image? Une fois qu'il vous l'a décrit avec des mots, ce que vous ne seriez peut-être pas capable de faire, eh bien vous pouvez récupérer ensuite sa description et vous en servir pour pouvoir régénérer des images avec le même style. Pareil pour les prompts, vous lui montrez un article de blog, vous lui demandez
de vous rédiger un prompt parfait pour pouvoir refaire des articles de blog du même style. Ou vous lui demandez de décrire un petit peu le style d'un texte, d'une page, d'un article, etc. Bref, vous comprenez l'idée de faire de l'ingénierie inversée. Vous partez d'un exemple de résultat final que vous voulez et vous lui demandez ensuite d'en extraire une sorte de template à réutiliser d'un prompt par exemple pour vous. Donc l'ingénierie inversée, encore une fois, on est un peu sur une logique un peu méta. Donc je range ça dans les prompts un peu récursifs en quelque sorte. Mais ce sont les 3 exemples finalement, faire un prompt méta de manière générale, faire du chaînage récursif en lui demandant le meilleur prompt pour quelque chose, ou de faire de l'ingénierie inversée pour réussir à obtenir le résultat souhaité à partir d'un exemple de quelque chose qui existe déjà. Parlons d'une dernière astuce pour optimiser les résultats avec ChatGPT. Alors, il y a la question du français et de l'anglais. Est-ce que vous devez utiliser ChatGPT en français ou en anglais? Évidemment, si vous ne parlez pas anglais, la question ne se pose pas. Mais si jamais vous savez écrire en anglais, la question se pose puisque pendant des années, les résultats étaient de meilleure qualité quand vous posiez vos questions, vos prompts en anglais, puisque la plus grosse base de données qui existe pour entraîner ChatGPT et la base de meilleure qualité qui existe, elle est évidemment en anglais et non pas en français. Toutes les langues sont en fait forcément un petit peu à la traîne par rapport à l'anglais. Donc si avec des prompts récursifs, avec du chain of thoughts, avec une formule de prompt parfaite, rôle, contexte, etc., vous voulez encore améliorer la qualité des résultats avec ChatGPT, il vous reste une astuce, et il y en aura d'autres, mais on ne va pas les aborder parce que sinon ce cours sera trop long et on verra ça dans d'autres vidéos. Donc pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et on verra d'autres astuces. Je les ai déjà en tête, mais je les garde pour moi. Il y a une ultime barrière à franchir pour vous, ce serait de travailler en anglais. Parce qu'en travaillant en anglais, eh bien, vous pouvez améliorer la qualité des résultats. Vous pouvez avoir de meilleurs résultats, vous pouvez avoir de meilleures informations, vous pouvez avoir un meilleur code, vous pouvez avoir une meilleure rédaction. Évidemment, la rédaction, si vous voulez rédiger en français, vous rédigez en français. Vous pouvez tout à fait essayer de faire des choses en anglais et ensuite de lui demander de traduire soit avec des outils spécialisés sur Internet comme DeepL ou d'autres. Ou alors vous demandez directement à ChatGPT, vous évaluez tel ou tel modèle pour voir lequel est le mieux pour de la traduction. Mais dans tous les cas, bosser en anglais vous permet encore une fois là aussi d'être un cran au-dessus en matière de résultats dans ChatGPT. Donc des fois ça ne change rien. La plupart du temps, je ne vous cache pas que même moi je bosse en français, je ne m'embête pas du tout. Mais de temps en temps, ça m'arrive d'A/B tester, c'est-à-dire de refaire un peu la même question, le même prompt, mais aussi en anglais. Et je ne peux que constater de manière générale qu'il est possible d'obtenir parfois de meilleurs résultats en anglais, donc pensez-y. Maintenant que vous maîtrisez l'art du prompt sur ChatGPT et tous les modèles de langage, eh bien vous voulez peut-être vous former en profondeur sur ChatGPT, pas seulement sur l'art du prompt, mais également sur tout le reste. Bref, maîtriser ChatGPT, eh bien ça tombe bien puisque j'ai une formation entièrement gratuite qui arrive maintenant sous vos yeux. Vous avez juste à cliquer dessus et vous pouvez continuer votre formation, pas seulement sur l'art des prompts, mais sur tout le reste, maximiser votre productivité, générer des images, créer des super assistants. Bref, à tout de suite dans cette formation ChatGPT.